Traverser l'Atlantique, plus précisément nous rendre à l'est du Québec, dans le Bas-Saint-Laurent, dans la région de Kamarouska. Julie Côté est conseillère pédagogique en mesure et évaluation. Après 30 ans d'expérience dans le milieu scolaire, elle a eu la possibilité d'explorer diverses fonctions allant de l'enseignement au niveau primaire et secondaire à ceux de direction adjointe et conseillère pédagogique. Elle se consacre aujourd'hui principalement à l'évaluation des apprentissages, à la sanction des études ainsi qu'au suivi des indicateurs locaux de réussite. Elle s'intéresse particulièrement à la planification de l'évaluation, à la rétroaction et à l'optimisation des processus. Quand j'ai fait la connaissance de Caroline Dufour il y a quelques années, elle était chef d'établissement. Elle est désormais directrice générale adjointe du centre de services scolaires de Kamarouska, Rivière-du-Loup. Caroline est enseignante de formation au préscolaire et au primaire. Elle a enseigné au primaire puis au secondaire avant de devenir directrice d'école pour ces deux ordres d'enseignement et avant d'occuper le poste de directrice des services éducatifs. Elle porte notamment tous les dossiers se rattachant à la sanction des études ainsi qu'au plan d'engagement vers la réussite. Elle accompagne les directions d'établissement et l'équipe des services éducatifs en vue de favoriser la collaboration et la mise en œuvre du plan stratégique du ministère de l'Éducation, qui est provincial au Canada, pour que chaque élève puisse réussir. Merci à toutes les deux d'avoir accepté d'intervenir dans ce séminaire, particulièrement parce que nous vous avons contrainte à vous lever très tôt aujourd'hui. En Euh, effet, merci. elles vont vous parler de la manière dont les traces laissées par les évaluations sont utilisées au Québec. Et elles vont vous parler également des rétroactions, car on ne dit pas feedback au Québec, vers les élèves. À vous deux, on vous laisse la main. Merci beaucoup. Est-ce que le partage fonctionne? Ça marche. Parfait. Donc, bonjour à tous. C'est un défi de vous faire cette présentation en quelques minutes. Alors, allons-y. Au Québec, au niveau primaire et secondaire, on reconnaît deux fonctions principales à l'évaluation des apprentissages, soit l'aide à l'apprentissage et la reconnaissance des compétences ou l'évaluation certificative. La différence principale entre les deux se trouve au niveau de notre intention pédagogique. En aide à l'apprentissage, l'intention, c'est de permettre à l'élève de poursuivre ses apprentissages en lui fournissant de l'information au sujet des éléments à améliorer. On est en mode vidéo, c'est de l'évaluation en continu. En reconnaissance des compétences, et là, vous allez peut-être reconnaître un illustrateur de chez vous, l'intention est de témoigner des acquis des élèves à un moment précis dans l'année scolaire. La plupart du temps, c'est lors de la remise des bulletins scolaires aux parents. Je prends une photo de mon élève, c'est un temps d'arrêt. Dans notre centre de service scolaire, on a des équipes d'enseignants qui travaillent en séquence d'apprentissage en établissant des cibles que les élèves doivent atteindre. Et tout au long de la séquence, ils utilisent l'évaluation en aide à l'apprentissage pour informer l'élève sur ses progrès et défis par rapport aux cibles, ce qui est de l'évaluation en aide à l'apprentissage. Et à la fin de la séquence, ils utilisent l'évaluation en reconnaissance de compétences pour porter leur jugement sur le niveau d'atteinte de la compétence par l'élève. Nous allons nous concentrer sur l'évaluation en aide à l'apprentissage compte tenu de la thématique de l'évaluation au quotidien pour aider les élèves à apprendre. Donc, cette conception de l'évaluation invite à la considérer comme une composante de l'apprentissage plutôt que comme une entité distincte. Ce n'est pas un événement qui vient après l'enseignement, mais il en fait partie. On évalue tout le long du processus. On passe aussi d'une conception de l'erreur tenue pour faute qui donne lieu à une sanction à une conception nouvelle. L'erreur, c'est un témoin qui nous permet de repérer les difficultés auxquelles se heurtent nos élèves. Cette évaluation permet aussi à l'enseignant de vérifier jusqu'à quel point son intervention produit les effets escomptés et l'ajuste si c'est nécessaire. Il y a aussi moins de perte de temps sur des sujets déjà maîtrisés par les élèves et des interventions plus rapides pour les élèves en difficulté. Aussi, l'enseignant fournit régulièrement à ses élèves des informations sur leurs forces et défis et leur propose des mesures d'enrichissement ou de soutien, ce qu'on appelle bien sûr la rétroaction ou le feedback chez vous, dont on va vous parler dans quelques minutes.
L'évaluation, autant celle en aide à l'apprentissage que celle en reconnaissance des compétences, elle se nourrit de traces que l'on recueille au sujet de nos élèves. Et grâce aux traces d'apprentissage variées que je vais recueillir, j'aurai un bon portrait de ma classe. Attention, cependant, c'est irréaliste de penser qu'on peut recueillir des données sur tout ce qui est enseigné en classe. Donc, chez nous, on recueille des traces en lien avec les cibles d'apprentissage fixées et bien connues des élèves. Comment on les recueille, ces traces? Par la triangulation, qui consiste à s'appuyer sur des conversations, des observations et des productions des élèves, et aussi par le dépistage dont Caroline vous parlera. En triangulation, je peux observer les élèves dans l'action alors qu'ils font la démonstration de leurs connaissances et de leurs compétences avec, par exemple, des travaux d'équipe, des jeux de rôle, des démonstrations. Les conversations sont des moments qui constituent des occasions d'échange avec les élèves qui leur permettent d'exprimer leurs pensées et de l'approfondir. Par exemple, des rencontres en sous-groupe ou le pense, parle, partage qui fonctionne très bien. Les enseignants peuvent recueillir des productions écrites ou autres pour montrer ce que les élèves peuvent faire. Et je vous dirais que chez nous, c'est le type de trace qui est le plus utilisé, mais on travaille à changer ça parce que pour évaluer de manière fiable le niveau d'un élève et lui donner de l'information pertinente sur le parcours qui lui reste à faire, je ne peux pas m'appuyer uniquement sur un résultat, un questionnaire à choix multiples, un contrôle ou un examen final. Plusieurs sources d'appréciation permettent aux enseignants de vérifier si les diverses traces recueillies sont convergentes. Et il est tout à fait acceptable d'utiliser des types de traces différentes pour l'évaluation d'un apprentissage spécifique selon les élèves. Ce qui veut dire que pour un élève, je pourrais utiliser une trace d'observation et pour un autre élève, une trace de conversation pour le même apprentissage que je veux vérifier. On a beaucoup d'avantages à faire du dépistage auprès de chacun de nos élèves. Donc, évidemment, pour le jeune lui-même, ça lui permet d'être informé sur ses forces et ses défis. Ça lui permet aussi de s'assurer qu'il progresse dans ses apprentissages, d'avoir les bases nécessaires pour faire les apprentissages subséquents. Donc, évidemment, le fait de faire des dépistages en salle de classe, ben, ça permet de répondre aux vrais besoins des élèves et ainsi, aux besoins, préparer un plan d'intervention spécifique, précis et à l'image de l'élève si les retards sont trop importants. Pour l'enseignant, le fait de faire du dépistage en classe qui porte sur les cibles d'apprentissage dont Julie vous a parlé tout à l'heure, mais ça lui permet d'avoir évidemment un impact positif à court, moyen et long terme sur la réussite de tous ses élèves. Ça lui permet également d'avoir des données précises et de les organiser au niveau de la classe. Donc, évidemment, ça lui permet de planifier son enseignement universel pour tout le monde en fonction des besoins des élèves. Évidemment, son temps est avantagé par le dépistage parce que ça lui permet de passer plus de temps sur les savoirs pour lesquels les élèves ont plus de difficultés. Évidemment, ces rétroactions aux élèves et ces communications sont évidemment beaucoup plus précis. Ça permet de donner vraiment des commentaires spécifiques à l'élève sur les améliorations qu'il doit apporter ou encore sur les forces et ce qu'il connaît très bien au niveau de ses apprentissages. Donc, évidemment, pour l'enseignant, ben, ça lui permet également de développer son expertise pédagogique, son sentiment d'efficacité personnelle parce que lors des dépistages, par la suite, il y a des rencontres qui sont faites en équipe école avec des enseignants de son niveau pour lui permettre d'échanger sur la réussite ou les difficultés qui ont été rencontrées par ses élèves. Pour la direction d'école, évidemment, dans son milieu, le fait de travailler en collaboration et de faire en sorte qu'il y ait des dépistages qui se déroulent dans les salles de classe, ça lui permet évidemment d'avoir un impact positif sur la réussite aussi des élèves. Et la direction, on souhaite à ce moment-là qu'elle exerce son leadership pédagogique en s'impliquant dans la démarche. Donc, elle est assise autour de la table et elle participe aux discussions. Donc, ça lui permet également, comme direction d'école, d'organiser les services dans son milieu, le soutien à l'élève, le soutien avec l'orthopédagogue professionnel également, donc, et de faire appel aux services éducatifs aux besoins pour venir soutenir les enseignants dans la planification en classe là, des apprentissages qui vont être transmis aux élèves.
Évidemment, l'esprit de collaboration au sein de l'équipe école est accru et l'équipe développe également un langage commun qui permet de communiquer efficacement entre eux. Donc, la direction connaît à ce moment-là vraiment l'expertise de toute son équipe professionnelle. Donc, comment effectuer les dépistages? Bien évidemment, il y a des outils standardisés qui sont développés en cohérence avec le programme de formation. Les dépistages ont lieu habituellement 3 fois par année. Donc, le premier dépistage est fait et réalisé habituellement en début d'année, donc fin septembre, début octobre, auprès de tous les élèves de la classe du niveau qui est visé par le dépistage. Les résultats, donc, permettent de savoir où se situent les forces et les défis de chacun dans la classe. Donc, ils portent sur les habiletés préalables, soit les facteurs de protection, et visent à connaître les vulnérabilités précises chez les élèves quant à leur apprentissage, notamment en lecture, en écriture, pour intervenir adéquatement et rapidement auprès de tous les élèves, mais particulièrement auprès des élèves qui sont les plus vulnérables. Par la suite, les 2 autres dépistages sont réalisés vers la mi-année, donc décembre, janvier, et le dernier plus vers la fin de l'année, donc mars-avril. Et ces dépistages-là portent sur les apprentissages qui ont été effectués en salle de classe dans les semaines et les mois précédents. Donc, ça permet de situer les forces et les défis des élèves, encore une fois, pour guider la planification de l'enseignement et les interventions qui pourraient être requises en sous-groupe de besoins. Donc, quand il y a des élèves qui ont des difficultés sur les mêmes concepts, ben à ce moment-là, ça permet de regrouper, d'intensifier l'aide qui va être apportée au niveau des élèves en faisant justement des groupes d'aide de besoins pour les aider par la suite à progresser dans leurs apprentissages. Donc, tout ça est fait, évidemment, par l'analyse des résultats des élèves en communauté d'apprentissage professionnel que nous, on appelle chez nous des CAP. Donc, maintenant que j'ai des traces des apprentissages de mes élèves, qu'est-ce que je fais? Comme Caroline vient de le dire, bien sûr, je les analyse et je régule mon enseignement aux besoins et je donne de la rétro à mes élèves. Et on sait que la rétroaction, c'est un des dispositifs les plus puissants que l'on a pour permettre aux élèves de s'améliorer. Donc, donner une rétro à un élève, c'est lui donner une information sur comment il réalise une tâche donnée à partir d'une trace recueillie par triangulation ou par dépistage. Et le but premier, ce n'est pas de montrer à l'élève ce qu'il ne comprend pas, mais bien de lui montrer où il est rendu relativement aux cibles d'apprentissage et les pistes possibles à explorer pour s'améliorer, ce qui peut avoir un effet stimulant et favoriser l'engagement de l'élève. Concrètement, cette rétro, ça peut être un message écrit sur la copie de l'élève ou un enregistrement audio que l'élève peut écouter à volonté. Cet enregistrement peut même être partagé avec les parents. Ça peut être toute autre forme. Mais la rétro, ce n'est pas obligatoirement personnalisé à chaque élève. On peut faire un retour en grand groupe ou en sous-groupe lorsqu'on remarque qu'il y a une constance dans les difficultés des élèves. Et ce qui est important, c'est de fournir aux élèves l'opportunité de revenir sur leurs difficultés suite à une rétroaction. On doit prévoir du temps pour que l'élève réinvestisse. C'est pour ça qu'on en parle avec l'évaluation en aide à l'apprentissage et non pas en reconnaissance de compétences qui arrivent en fin de séquence. Il est trop tard, l'élève ne peut plus s'améliorer. On nous a demandé finalement de vous présenter, de vous partager les obstacles qu'on rencontre dans le changement de pratique en évaluation des apprentissages chez nous. Bien, premièrement, il y a un enjeu de temps. En fait, c'est ce que les enseignants nous disent. Je n'ai pas le temps. Alors, on dit aux enseignants qu'il n'est pas nécessaire de tout changer du jour au lendemain. Il faut faire des choix. Donc, pour débuter, il est possible de penser à changer nos pratiques pour une discipline ou même une compétence à l'intérieur d'une discipline. Puis on essaie de leur faire réaliser aussi qu'ils vont gagner du temps car la connaissance accrue des élèves va les aider grandement dans leur planification. Il y a aussi une question d'équité. Comme les traces n'ont pas à être les mêmes pour tous les élèves, les enseignants craignent de ne pas être justes et équitables. Donc, on leur dit différents types d'élèves, différents types de traces, mais c'est un changement de mentalité qui est vraiment difficile à faire pour eux. On a aussi fréquemment la question comment et où colliger les différentes traces d'apprentissage. Et on les comprend, ils veulent baser leur évaluation sur des preuves réelles et pas seulement sur leur mémoire, leurs sentiments ou leur intuition. On leur propose donc des outils en lien avec la triangulation et le dépistage pour recueillir des traces et d'autres outils pour les consigner efficacement.
Et l'inconnu, bien sûr, les enseignants ne savent pas par où commencer parfois. Donc, on leur offre de l'accompagnement par les conseillers pédagogiques à travers les communautés d'apprentissage professionnel, donc les CAP, que l'on a dans chacune de nos écoles. Et finalement, Caroline et moi, on voulait vous laisser avec une citation qui est tirée du programme de formation de l'École québécoise, qui est le programme ministériel, qui dit: l'évaluation ne constitue pas une fin en soi. L'élève n'apprend pas pour être évalué, mais il est évalué pour mieux apprendre. Merci beaucoup. On va peut-être laisser quelque temps pour d'autres questions. On en a noté plusieurs. Il y a une remarque, je pense, qui appelle peut-être une explicitation de votre part sur deux termes, force et défi. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux mots? Il y Oui, a bien, en fait, les forces de l'élève, c'est ses connaissances, son bagage de savoir qu'il a acquis au cours de la séquence d'enseignement. Donc, on est capable de savoir ce que l'élève maîtrise, ce que nous, on appelle ses forces. Et les défis, bien, en fait, ce sont les savoirs pour lesquels on a besoin de retourner au niveau de l'enseignement, réinvestir un peu de temps pour enseigner à nouveau les savoirs que l'élève maîtrise moins bien, en fait. Donc, c'est les défis de nos élèves, en fait. D'accord, très bien, merci beaucoup. Voilà le point pour les traces. On a trois questions pour Caroline et Julie, Lucie. Oui, alors, première question, nos collègues du Québec. Qui élabore les outils en fait qui vous servent à réaliser le dépistage? Est-ce que ce sont des outils standardisés ou est-ce que ce sont des outils qui sont conçus par les enseignants? En fait, les outils sont élaborés par les conseillers pédagogiques du centre de service en collaboration avec les enseignants pour que ces derniers puissent s'approprier le programme, connaître vraiment tous les tenants et aboutissants là, des savoirs essentiels qui s'y retrouvent. Donc, c'est un travail d'équipe, mais accompagné d'experts. Et aussi, recueille des données. En fait, on les expérimente avant de les faire utiliser par les enseignants. Donc, on recueille des données des élèves et on analyse statistiquement qu'est-ce que ça donne pour faire les modifications. D'accord, donc c'est un outil plutôt local mais accompagné par des experts. C'est pas national du tout, hein. Ouais. Alors, une autre question, est-ce que les programmes sont précis concernant les savoirs et attendus? Oui, Julie, je vais te laisser peut-être donner la précision. Oui, en fait, on a des programmes par compétences, mais on a quand même ce qu'on appelle la progression des apprentissages dans laquelle on retrouve tous les savoirs essentiels que les élèves doivent connaître à la fin de chacun des niveaux. D'accord, merci. Et ça vient du ministère de l'Éducation, ce n'est pas le cas. D'accord. Et il y avait une dernière question qui concernait l'organisation du groupe classe, notamment quand vous avez des élèves qui ont acquis certaines compétences et d'autres qui ne les ont pas encore acquises et qui ont besoin de plus de temps. Donc concrètement, comment vous vous organisez? L'organisation de la classe, en fait, dans la façon d'enseigner, on tend vers un enseignement qui n'est pas magistral. Donc, un enseignant devant plein d'élèves qui font tous les mêmes tâches. Donc, par exemple, quand on fait des entretiens de lecture, ben, ça permet aux élèves de faire de la lecture et l'enseignant peut voir un à un les élèves ou en sous-groupe et là, intervenir directement auprès des élèves. Donc, ça peut être une façon de faire, mais elles sont différentes d'un enseignant à l'autre ou d'un milieu à l'autre. On intervient aussi par le biais de l'enseignante orthopédagogue qui est dans l'école, qui peut apporter un soutien, une expertise pour faire les dépistages ou pour faire l'intensification des services. Et on a également des conseillers pédagogiques là, qui peuvent se disponibiliser pour faire du modelage en classe, montrer les façons de faire qui sont différentes pour justement répondre aux besoins spécifiques de chacun des élèves.